Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit M. Alain Lapointe, qui est un, peut-être dire un enseignant qui donne des cours de yoga. Alors, sans plus tarder, M. Lapointe, je vous laisse vous présenter. Oui, d'abord, Alain Lapointe, c'est un nom dans lequel je suis pas très connu. Seulement comme à Saint-Jean-de-Brébeuf, c'est le nom que ma mère m'a donné évidemment, mais j'ai commencé à enseigner le yoga il y a plus de 40 ans, et à ce moment-là, j'ai commencé à utiliser un nom, ce qu'on dit spirituel, parce qu'en fait, je suis baptisé sikh, donc j'ai pris un nom sikh qui est Shabad Sarup Singh Khalsa, et sur les réseaux sociaux, on me connaît sur le nom de Yogi Shabad. Donc, c'est comme ça que je suis connu. Yogi Shabad, ça c'est plus facile. Ça c'est plus facile, Yogi Shabad. Donc, comme je disais, oui, j'ai commencé à faire de yoga en 1981. Donc, ça fait 41 ans à peu près que je fais du yoga. J'ai commencé, évidemment, à Montréal et j'ai poursuivi vraiment la pratique. J'ai enseigné un peu partout en ville, puis en l'année 2001, j'ai fondé le centre de yoga Equilibrium à Montréal, qui a été en opération 20 ans et qui a fermé durant la COVID. La COVID a été comme un événement qui nous a rendu la vie plus difficile financièrement. Donc, on a été obligé de fermer. C'était assez grand. Comme j'avais 3 salles, puis une quarantaine de classes par semaine. Plusieurs professeurs, peut-être? Plusieurs professeurs aussi, oui, parce que différentes formes de yoga. Donc, je vais revenir aux formes de yoga un peu plus tard. Mais là, ensuite, j'avais comme projet en même temps que j'avais le centre, je me dis, j'aimerais créer un centre, un endroit pour faire des retraites. Donc, avoir des classes à Montréal et à la campagne, d'avoir un endroit pour faire des retraites de yoga, des week-ends ou des cours intensifs. Alors, j'avais déjà commencé une recherche avant, sans savoir que j'allais fermer mon centre éventuellement. Et je me suis ramassé à Saint-Jean-de-Brébeuf, donc la petite fermette que j'ai achetée à ce moment-là. Et là a commencé le processus de développement, de construction, de rénovation pour la maison, la grange et tout ça pour créer ce lieu de retraite. Oui, ben faut dire que l'endroit où vous êtes, c'était un endroit où il y avait un antiquaire. Puis le local que vous occupez maintenant, ça s'appelait la Petite Grange. Puis c'était rempli d'antiquités là-dedans. Est-ce que vous avez fait l'achat des antiquités aussi? En fait, on a acheté du propriétaire antérieur, évidemment, qui avait ça, les antiquités. Et il y avait les antiquités dans la maison qui restaient, qui a tout vendu déjà en incluant ces choses-là. Donc, il y a des choses qu'on a gardées, qui étaient encore très bien, très bonnes, mais il y en a d'autres que vraiment, c'était pas les meilleurs éléments, donc on s'en est débarrassé. Alors, vous avez transformé la grange. Exactement. La grange qui avait des animaux avant qui étaient en état de campagne pour les animaux. On l'a complètement transformé, on l'a levé, on a créé une fondation, un plancher chauffant, on a tout isolé, refait des systèmes électriques, salle de bain, douche, tout ça. Et le rez-de-chaussée est installé pour recevoir, si on veut, pour même coucher des gens. Et le deuxième étage, c'est la salle de pratique. Okay. Donc, plancher de bois franc et tout, c'est là qu'on donne nos classes. Donc, on a commencé à donner des classes pour les résidents de Saint-Jean-de-Brébeuf, qui fonctionnent très bien. On a commencé au début janvier, à la mi-janvier. Donc, c'est ça qu'on fait. Pour ajouter un peu à ma présentation, c'est que je suis professeur de yoga Kundalini. C'est la forme de yoga que j'enseigne, sur laquelle j'ai été entraîné. Donc, j'ai fait ça pendant plus de 40 ans. Et je suis devenu formateur en 2004. Donc, à ce moment-là, j'ai reçu l'accréditation de l'organisation ça s'appelle Kundalini Research Institute, l'Institut de recherche en Kundalini. Et j'ai reçu l'accréditation pour devenir enseignant et de former
former d'autres professeurs. Okay. Donc, j'offre durant toutes ces années-là, de 2004 à maintenant, j'ai offert des classes de formation qui sont un minimum de 200 heures de formation pour des nouveaux professeurs. Donc, depuis 2004, j'ai formé au-delà de 300 nouveaux professeurs aussi, ça, oui. un peu en majorité au Québec, évidemment. Tout avec le Kundalini? Oui, toujours Kundalini. C'était surtout des classes que je donnais, des formations à mon centre à Montréal et aussi à un autre centre d'une de mes étudiantes à Québec. Donc, okay, puis les autres disciplines comme le Hatha ou le Kripalu. Kripalu. Oui. Ça, vous les faites pas, ceux-là? Non, c'est des formes différentes. Chaque forme de yoga a son objectif spécifique. Tu sais. La majorité des classes de yoga ou des formations de yoga qui sont données, c'est beaucoup concentré sur la posture. Donc, au niveau des différentes postures qu'on voit souvent dans les publicités ou un peu sur les réseaux, ce sont des maîtrises de posturation qui sont l'essentiel. Le Hatha Yoga est concentré là-dessus, sur 81 postures, je crois, qu'il faut absolument apprendre avant d'aller plus loin avec la forme. Donc, c'est un processus qui est très, très long. Mais tous les yogas travaillent sur cette énergie Kundalini. Donc, si on cherche un peu ce que ça veut dire, l'énergie Kundalini, c'est l'énergie de la conscience. Donc, chaque être humain, évidemment, on a tous une conscience de base, puisqu'on est des êtres intelligents qui sont capables de réflexion. Donc nous avons une conscience, mais évidemment, elle est plus ou moins développée. Donc, l'idée, c'est justement de travailler cette énergie intérieure pour qu'il y ait un mécanisme qui est enclenché qui nous permette d'épanouir et d'éveiller, d'élargir notre conscience pour être des êtres humains plus bienveillants, plus créatifs, plus aimants de tout ce qui existe dans le monde, pas seulement de nos proches ou de nos chums, nos blondes, mais de tout ce qui existe. Parce que yoga, c'est ça que ça veut dire. Yoga, ça veut dire union. Okay. Donc, c'est l'union de l'être intérieur que l'on est en tant qu'individu, mais que cette parcelle de conscience, elle est aussi partie de l'universel, du cosmos, de l'ensemble. Peut-on dire que le yoga conduit à la guérison holistique? C'est un processus, évidemment, que le principe de guérison, on s'entend que l'équilibre intérieur, donc, nous permet d'avoir un équilibre au niveau organique. Donc, toute maladie se manifeste lorsqu'on a d'abord un déséquilibre au niveau de notre conscience, de notre être énergétique. Donc, le déséquilibre s'établit d'abord à ce niveau énergétique et commence à se répercuter de façon physique. Donc, c'est sûr que ce n'est pas la réponse à tout. Là. Je veux pas dire qu'on peut tout guérir avec le Kundalini, c'est faux. Par contre, il faut comprendre que un être bien équilibré va avoir plus d'opportunités de vivre une vie pleine de bienfaits, de bien-être, de joie, de bonheur, puis qui ne veut pas être heureux dans la vie? Tout le monde veut être heureux, mais évidemment, il y a plusieurs façons. C'est quoi le bonheur? C'est-tu d'avoir 1 million? Ben, si on n'a pas la santé... C'est ça, tu sais, donc c'est ça qui arrive, c'est que souvent, le bonheur des gens est placé sur des poursuites futiles qui n'apportent pas vraiment ce qu'on appelle en yoga le bonheur profond, véritable. Le premier effet du yoga, c'est ça fait du bien au corps et à l'esprit. Mais il y a une réduction du stress aussi, puis des symptômes dépressifs. Ben, la maladie... Ça vient après, ça? La maladie... Mettons que moi, j'en ai jamais fait, là, puis que je commence. Je commence par sentir des bienfaits à mon corps, c'est sûr. Il y a des postures. Ouais. Puis là, après ça, il y a une évolution. Oui. La maladie du siècle, c'est le stress. Le stress incontrôlé, le stress accumulé. Donc, on le sait, on a des cheveux gris tous les deux. On le sait qu'il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, la vie était plus paisible.
Il y avait moins, on était moins agressé au niveau communication, au niveau événements extérieurs. Il n'y avait pas non plus toutes les nouvelles internationales, mondiales, auxquelles on ne savait pas. Donc, il n'y avait pas de cellulaire. C'est ça, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, c'était plus tranquille. Donc, notre système nerveux était capable de gérer ça assez facilement. Plus ça va, plus c'est difficile. Puis, on le voit même chez les enfants, maintenant, les générations vraiment suivantes, que ça affecte beaucoup le système nerveux en tant que tel. Donc, c'est sûr que lorsque le stress s'accumule, ça provoque aussi des maladies. C'est immédiatement, il y a des impacts. Et les gens sont de moins en moins capables, justement, de se retrouver dans un moment de calme et de prendre soin de leur être, de se garder des temps privilégiés pour pouvoir recharger nos batteries. Mais là, je parle pas de prendre des vacances une fois par année ou 2 fois par année, 2 semaines, c'est pas ça, c'est au quotidien. Il y a un stress quotidien, il doit y avoir ce qu'on appelle le système sympathique et parasympathique nerveux. Donc, le système sympathique est le système qui nous amène à l'action. Le parasympathique, c'est celui qui nous oblige ou qui nous calme. Donc, c'est exactement ça qu'il faut trouver l'équilibre entre ces 2 systèmes nerveux. Donc, lorsque le stress est cumulatif, il devient toxique et c'est ça qui provoque à long terme des déséquilibres au niveau du mental. Donc, ça peut éventuellement provoquer toutes les émotions mal contrôlées, la colère accumulée, les frustrations accumulées. Tout ça demande beaucoup, beaucoup d'attention et finit, si ce n'est pas géré correctement, par causer des maladies mentales. Alors, quelqu'un qui commence à suivre on peut-se dire des cours? Oui, les classes de yoga, c'est sûr que les premières choses qu'on apprend, c'est à respirer. C'est le premier impact important. La respiration en tant que telle peut nous aider. Vous savez, quand on est stressé, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on respire pas beaucoup. On respire. On fait des petites, on est dans le temps, c'est ça, des petites inspirations, des petites expirations. Donc, notre corps n'est pas régénéré par une respiration complète qui est nécessaire pour nous d'amener l'oxygène qui va stimuler en yoga ce qu'on appelle l'énergie pranique. C'est une énergie vraiment qui est à la source même de cette régénération et qui doit pénétrer à travers toutes les cellules du corps. Ça va en faire en sorte de modifier le cerveau. Exactement. Aussitôt que vous vous sentez stressé, si vous seulement commencez à faire des respirations longues et profondes, ça va changer complètement votre attitude. Ça va éclaircir votre esprit. Quand on respire mal, notre esprit est embué, il n'y a rien de clair. On n'est pas capable d'être clair avec nos décisions puis nos pensées. Aussitôt qu'on prend le temps de respirer, de bien se régénérer, à ce moment-là, ça change tout de suite automatiquement. Donc, c'est pas compliqué. Mais c'est des mauvaises habitudes que l'on a et de ne pas être assez conscient de modifier notre respiration par notre propre volonté pour pouvoir changer l'émotion. Une fois qu'on a appris ça, c'est des choses qu'on peut pratiquer chez soi. Toujours, oui. Il faut continuer. Tout ce que l'on apprend en classe, vous pouvez ramener ça chez vous, dans vos pratiques, puis au quotidien, des petits détails, là, parce que j'enseigne toujours des petits détails importants, là, avec les respirations, entre autres, avec les postures, avec les façons de faire les choses, même au niveau de la position du corps, la façon dont on se tient. Tout de suite, ça peut changer aussi beaucoup la dynamique du corps. Mais avec l'âge, des postures de yoga, ça peut devenir difficile. Moi, je plie moins bien que je pliais quand j'avais 20 ans de moins. Exactement, c'est sûr. Le corps se raidit. Donc, c'est sûr que les muscles se raidissent et la flexibilité se perd avec l'âge si on ne l'a pas travaillé. Donc, c'est important. Plus jeune on commence, plus c'est facile. Donc, évidemment, de maintenir, de garder ça. Mais la flexibilité la plus importante du corps, c'est la colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale est le centre nerveux principal aussi, à travers lequel tout le système nerveux général du corps va toucher tous les organes du corps et nous active finalement. Et à l'intérieur de la cage, de la colonne vertébrale, c'est là que les sages disent que l'énergie Kundalini circule à travers le long de la colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale, c'est très important de la garder flexible.
ce qu'on appelle la moelle épinière qui circule. Là. Ouais, mais la moelle, ça c'est les termes médicaux. OK. Dans le yoga. En termes yogiques, OK, ça c'est ce qu'on appelle le Sushumna, qui est un canal d'énergie. Donc c'est des canaux qui sont aussi connus sous les noms des méridiens. Les méridiens, les gens connaissent plus ça que des nadis. Le mot correspondant en yoga, c'est nadi. En méridien, c'est les médecine chinoise. Mais c'est le même circuit d'énergie. C'est comme si c'est des petits canaux invisibles à l'œil, invisibles à la radiographie, mais dans lesquels l'énergie Kundalini circule à travers ça pour aller régénérer des organes, des cellules, des déséquilibres. Ça renforce les muscles et le cœur, entre autres? Ça travaille sur tous les systèmes, ça aide votre système digestif, ça favorise le système circulatoire, ça débloque le système nerveux aussi, régénérer le système nerveux, système génito-producteur, reproducteur aussi, est régénéré par toutes ces pratiques-là. Les pratiques font que, justement, elles sont créées de façon à amener l'énergie là où on veut qu'elle aille. Donc, quand on a des faiblesses, on sait qu'on a une faiblesse, si j'ai une faiblesse au cœur ou au système circulatoire ou une maladie quelconque au niveau du cœur, ben je peux me concentrer sur des pratiques qui vont renforcer le cœur, qui vont renforcer la circulation, qui vont réussir à nettoyer les artères, donc des choses comme ça. Et la même chose pour tous les systèmes physiques du corps. C'est long à maîtriser, ça? L'avantage du yoga Kundalini par rapport à ce que je disais tantôt pour Hatha Yoga, on dit que ça peut prendre une vingtaine d'années pour maîtriser le travail avec le Hatha Yoga. Le Kundalini Yoga, sa valeur ou son cadeau profond, c'est qu'il peut générer une réaction rapide, OK? Qui va seulement s'approfondir avec la pratique. OK? C'est pas non plus en le faisant seulement une fois qu'on va faire quelque chose. Une fois, on va se sentir bien. OK? Si on le répète plusieurs fois d'affilée, nous, on parle des fois des pratiques de 40 jours. À ce moment-là, automatiquement, il va y avoir un changement au niveau du métabolisme, de la dynamique aussi de votre corps pour guérir quelque chose en vous concentrant avec des postures ou ce qu'on appelle des kriyas, des suites de postures qui vont régénérer ou guérir l'aspect qu'on cherche à rééquilibrer. Ça va aider à gérer la douleur. La douleur, c'est intéressant. La douleur, c'est comme des émotions aussi, c'est des messages. OK? Quand on a une douleur ou quand on a aussi une émotion quelconque, il faut essayer de trouver justement la source. Il faut pas comme la médecine traditionnelle va traiter un symptôme. La douleur vous avez mal à un bras, un muscle, on va trouver qu'il y a un nerf de coincé, je suis sûr, puis ils vont traiter souvent d'abord le symptôme avant de traiter la source. Okay? En yoga, on va essayer justement d'aller trouver la source. Comme je vous ai dit, la source, elle se trouve d'abord dans le système d'énergie avant de se répercuter sur le système physique. Donc, on va essayer de déterminer dans la vie de la personne, ses habitudes de vie, ses croyances, ses émotions, gérer, mal gérer. Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui s'est accumulé avec le temps qui aurait pu se manifester dans le corps avec un message, un signal d'alarme. La douleur, c'est un signal d'alarme. Alors, c'est ça qu'on essaie de déterminer avec notre pratique. Parce que la pratique en soi, c'est que on fait de l'auto-guérison, hein. Le professeur est là pour guider, mais ultimement, techniquement, chaque individu devrait éveiller sa conscience pour se connaître mieux et être capable aussi de se gérer par elle-même ou par lui-même. Alors, le but de l'instructeur, c'est de justement amener la personne à contrôler ses émotions et à apprendre à se connaître, là. Exact. C'est l'objectif principal, là, c'est de trouver ce qu'on appelle mon moi véritable. Okay? Pas celui qui m'a été imposé par ma famille, par la société, par ma culture. Hein, on copie des choses qu'on connaît. Donc, dépendamment de si mon père était médecin, ben puis il m'a poussé à être médecin, puis je deviens médecin, mais c'était pas ma place d'être médecin, ben je vais être malheureux. Parce que peut-être je vais faire bien de l'argent, mais je vais être malheureux dans ce que je fais, puis finalement, je vais m'endommager parce que c'est pas ma place, OK? Fait qu'on a tous un rôle précis à jouer, et puis on doit s'intégrer dans cette dynamique-là en respect avec qui on est, avec les talents, les qualités et les défauts que l'on a. Mais là, ça soulève une question, c'est que en se développant avec le temps, puis que la personne s'aperçoit qu'elle n'aurait pas dû faire ci ou ça, puis
qui remet ça en question, ça peut créer de nouveaux stress. Les expériences que j'ai vécues dans des formations, qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui se sont réorientés. Premièrement, des couples qui étaient ensemble depuis longtemps se sont séparés. D'autres se sont recréés aussi. Ça provoque du changement. C'est sûr, ça bouleverse des choses à l'intérieur. Alors là, la question est toujours, est-ce que l'on a la volonté vraiment de changer? D'aller vers le changement et de vraiment aller vers là où on a un appel de destinée, d'où elle est notre destinée. Alors c'est ça, de se laisser aller là-dedans avec confiance, ou bien encore de rentrer dans le mental et puis d'analyser tout, puis là, de rester finalement dans la même situation parce qu'on veut avoir une bonne retraite, parce que c'est ci, ça, pour telle ou telle raison, la sécurité, bon, il y a toutes des choses comme ça. Mais lorsqu'on est totalement connecté à tout notre potentiel, c'est pas des choses qui nous ennuient ou qui nous empêchent de nous réaliser puis de nous manifester. Mais quelqu'un qui voudrait rester dans la même situation, est-ce qu'il peut se convaincre de ça avec le yoga? Ben, c'est sûr que peut-être que c'est pas une question que vous êtes obligé de changer non plus. Non, c'est ça. Hein? C'est ça. Comme je dis souvent, le yoga va vous aider à être meilleur. Donc, vous allez être meilleur au golf. Vous allez être meilleur dans votre métier. Vous allez être plus conscient. Vous allez être plus présent. Donc, plus productif aussi, parce que votre capacité d'énergie va monter aussi. Donc, vous allez être capable d'être plus de ce que vous réalisez maintenant. Et où ça va peut-être vous amener ailleurs. Ouais. Vous faire bifurquer. Ouais. Quand on fait du yoga, il y a des moments de méditation. Mm-hmm. Est-ce que ça dure longtemps, ça, ou... Ben, au début des classes, je me concentre beaucoup plus avec des débutants sur les pratiques pour essayer de rééquilibrer le corps. Mais c'est sûr que l'étape suivante, c'est comme on parle de le corps, le mental et l'esprit, hein, les trois choses principales. Mais c'est sûr que la deuxième étape, c'est le mental. Et si on s'occupe pas de son mental, ben il est préprogrammé par aussi la vie qu'on a vécue, les circonstances dans lesquelles on est né, les familles dans lesquelles on est, les cultures dans lesquelles on vit, tout ça est programmé. Donc, on subit tous un lavage de cerveau. Alors là, si on veut développer ou élargir notre champ de perception, il faut changer notre champ de pensée. Alors là, ça, c'est par la méditation. Et ça, c'est par la méditation qui va nous aider à calmer le flot des pensées, parce que on pense tout le temps, hein? Quand on est en situation d'éveil ou même de sommeil, le cerveau, il fonctionne tout le temps. Il fonctionne moins la nuit, mais dans l'éveil, il fonctionne plus. Mais on dit dans les textes sacrés qu'on est accablé de 1000 pensées à la seconde, à chaque cliquement des yeux, OK? Ça fait beaucoup, ça, pensée qui circule, hein. C'est comme si on était un petit poste de radio, là, puis on est syntonisé sur un poste en particulier. Donc, on sait qu'il y a des postes pour différentes choses. Il y a des postes de la musique rock, pour la classique, pour les informations, pour les nouvelles, pour des talk lines, bon, toutes ces choses-là. Alors, nous, c'est la même chose. On est syntonisé sur un poste en particulier, qui est le poste de notre vie, OK? Mais toutes les autres postes, on les attrape pas. Alors, si notre conscience, elle est fermée. Donc, en ouvrant la vanne, en se dégageant et en calmant le mental, en essayant par la méditation, justement, de se nettoyer de tout ce brouillage d'informations qui passent, ben là, on peut s'ouvrir à des nouveaux postes, à des nouvelles possibilités. Puis là, on peut justement se connecter à quelque chose qui est peut-être plus aligné avec profondément ce que l'on est comme personne ou comme individu. Donc, c'est très, très important. Le travail du mental est essentiel. Le travail physique est essentiel aussi parce qu'il permet de créer un jardin, si on veut, pour se cultiver. Mais le mental, c'est le boss. C'est lui qui détermine tout par rapport à nos choix. Donc, si on veut se déprogrammer et se reprogrammer, il faut absolument travailler avec la méditation et le mental. Puis ça peut conduire à la maîtrise de soi, puis aussi au contrôle des émotions. Oui, plus on est en conscient de nos réactions pour devenir moins réactif, mais proactif, plus on va pouvoir justement être créatif. Et le but de la Kundalini, c'est justement la créativité.
Il nous reste pas tellement de temps. Est-ce que les gens peuvent s'inscrire à vos cours? Oui, la Yoga Barn, de Saint-Jean-de-Brébeuf. Vous avez un site... On a un site Internet, layogabarn.com. OK. Alors, ça va être affiché, mesdames et messieurs, au bas de l'écran. Exactement. On est ouvert. On a présentement les classes du mercredi soir, 18h30, qui sont disponibles en présence et en ligne, donc pour les gens de l'extérieur. Ensuite, on a aussi un gîte qui peut être loué en tant que tel, où on peut accueillir des gens qui veulent venir faire des retraites, donc avec d'autres professeurs que moi, extérieurs. Et aussi, l'étable est disponible sur Airbnb pour des petites sorties week-end d'amis et d'amoureux. OK. C'est dans un milieu vraiment intéressant. Champêtre, calme. Loin du chemin. Loin du chemin, oui. On est loin. Fait que dans les éléments tout à fait naturels. Rappelez-moi votre nom. Yogi Chabad. Yogi Chabad. Oui. Alors, Yogi Chabad, un gros merci. Et puis, je vous souhaite le meilleur des mondes à Saint-Jean-de-Brébeuf. C'est déjà une belle place. Oui, on est très bien. Alors, mesdames, messieurs, si vous êtes intéressés par le yoga, vous avez déjà eu beaucoup d'explications vers où ça pourrait vous conduire. Puis, c'est loin d'être négatif. Hein. Alors, vous avez au bas de l'écran l'adresse pour contacter Yogi Chabad. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.